Regardez bien ce compteur. Chaque seconde, il va nous révéler combien ce terrible naufrage nous a coûté jusqu'à la fin du désastre. Car le 23 mars 2021, un seul bateau a bloqué 12% du commerce mondial pendant 6 jours. Vous pensez que c'est à cause d'une tempête de sable? Pas du tout. La version officielle parle de vents violents, de tempêtes, de force majeure. Mais il y a un détail gênant, l'année d'avant, les vents étaient encore plus forts et il n'y a eu aucun incident. Encore plus bizarre, certains bateaux ont refusé de partir ce jour-là pour raison de sécurité. l'Ever Given, lui, a décidé d'y aller quand même avec $1 milliard de marchandises à bord. J'ai écouté les enregistrements des boîtes noires du bateau pour comprendre ce qui s'est passé dans la cabine pendant les 6 minutes avant le crash. Personne ne vous l'a raconté comme ça. Comment un seul navire a pu paralyser l'économie mondiale? Pourquoi cet accident est arrivé au pire moment possible? À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi, sans qu'on soit au courant, cet accident nous a fait frôler une catastrophe très grave. Et franchement, entre une pelleteuse, une pleine lune et des centaines de millions de dollars en jeu, cette histoire méritait qu'on creuse. Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons quelques heures avant le crash. Nous sommes donc le 23 mars 2021 et le navire qui s'apprête à prendre le large ce jour-là est tout sauf un bateau normal. Je vous présente l'Ever Given. C'est littéralement un des plus gros objets que l'humanité ait jamais réussi à faire flotter. On parle de 400 mètres de long. Pour vous donner une idée, si on allongeait la tour Eiffel à côté du bateau, l'Ever Given dépasserait de 100 mètres. Si on le posait sur les Champs-Élysées, il en ferait la largeur complète. Niveau poids, c'est aussi un beau bébé avec plus de 220 000 tonnes, une fois chargé de 18 300 conteneurs qui renfermaient plus d'1 milliard de dollars de marchandises. En tant que membre d'équipage sur les bateaux de croisière, je connais bien les contraintes de navigation. Mais là, on parle d'un monstre qui fait 120 000 tonnes de plus que le bateau sur lequel je vis. Maintenant, où veut aller notre bateau? Il prend la direction d'un endroit dont vous avez souvent entendu parler sans jamais saisir son importance, le canal de Suez. Ce truc, c'est pas juste un raccourci pratique. C'est l'autoroute du commerce mondial. 12% du commerce mondial transite par là. Chaque jour, ce sont en moyenne 50 navires qui le traversent. Ce canal a permis un truc impensable, contourner l'Afrique. Avant, pour relier l'Asie à l'Europe, les navires n'avaient que 2 solutions. 1. Partir par la droite. Parce que la Terre est plate, non? Sauf qu'il fallait contourner l'Amérique. Ou deuxième option, contourner directement l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Ce qui fait quand même un sacré détour. Eh bien, le canal de Suez a permis d'économiser 2 semaines de navigation en coupant directement à travers l'Égypte. On parle de 11 000 km de détours évités. Des mois de navigation économisés grâce à ce tout petit canal. Alors évidemment, on s'est mis à l'utiliser ce canal, voire même à en dépendre. Vous voyez le téléphone avec lequel vous regardez cette vidéo? Il est probablement passé par là. Le meuble Ikea Glücksschröder sur lequel est posée votre télévision, il est passé par le canal de Suez. Et s'il était en rupture de stock en magasin quand vous avez essayé d'aller l'acheter, c'est peut-être à cause de l'Ever Given. Et oui, parce qu'au total, 33% des objets présents en Europe passent par ce canal. Et c'est précisément là que l'Ever Given se coince. Le navire s'échoue en diagonale. L'avant du bateau s'enfonce côté est, l'arrière touche le côté ouest. Et quand je dis s'enfonce, on parle de 5 à 7 mètres plantés dans le sable rocheux. La section du canal à cet endroit fait 200 mètres de large. Le navire fait 400 mètres de long. Faites le calcul, ça pouvait pas passer. Mais le pire, c'est que cette section du canal est à sens unique. Il n'y a aucun contournement possible. Si cet accident s'était passé 50 km plus au nord, là où le canal a été élargi avec une deuxième voie, l'impact aurait été bien moindre. Mais non, fallait que ça arrive pile au seul endroit où tout le trafic passe. Et franchement, si cet accident devait arriver, il pouvait pas tomber à un pire moment. On est en mars 2021. La planète sort tout juste de la fameuse période où vous ne pouviez plus sortir à plus d'1 kilomètre de chez vous. Mais si, vous savez, Bon bref, vous avez compris. On sort d'une période très sombre de notre histoire. L'Asie a repris sa production à fond, mais de son côté, l'Europe commence à peine à rouvrir. Alors du coup, on subit un déséquilibre massif. Vous savez combien de conteneurs retournent vite d'Amérique vers l'Asie? 3 sur 4. Les ports européens sont saturés de conteneurs vides pendant que l'Asie en manque désespérément. Mais pendant qu'on parle, l'Ever Given est coincé. Des milliards de dollars de marchandises sont bloqués. Vous avez bien entendu. Entre la marchandise sur le bateau et toutes celles sur les bateaux qui ne peuvent pas emprunter le canal, l'économie mondiale perd chaque minute des millions de dollars. Vous commencez à comprendre le problème? C'est pas juste un bateau coincé. C'est un cargo coincé au pire endroit, au pire moment, dans le pire contexte économique possible. Et personne ne sait combien de temps ça va durer. L'Ever Given, ce sont des milliers de personnes qui n'ont pas reçu leur colis venus de Chine à temps. Imaginez le nombre de gens qui ont dû sortir El Famoso excuse « Désolé chérie, je te jure que j'ai commandé ton cadeau mais il n'est pas arrivé à temps ». Et vous savez quoi? Vous n'auriez pas eu de problème avec votre colis venu de Chine si vous aviez opté pour un bijou Holzkern fabriqué et expédié depuis l'Autriche d'où est originaire l'entreprise.
Je vous ai parlé à plusieurs reprises de cette marque de bijoux sur ma chaîne et ça vous avait beaucoup plu, donc je suis hyper heureuse de vous en reparler et cette fois, je suis pas venue les mains vides. Pour les nouveaux, Holzkern, c'est une entreprise familiale spécialisée dans la conception de montres et bijoux pour femmes et hommes, fabriqués à partir de matériaux naturels de très haute qualité. Par exemple, le cadran de la montre que je porte actuellement est en nacre bleu-gris qui provient des coquillages. Sur le collier panoramique, il y a une véritable perle d'eau douce, elle aussi naturellement cultivée dans les coquillages. Avoir autant de matériaux naturels, ça fait que chaque pièce est unique et donc vraiment spéciale. Ce que j'apprécie énormément avec tous ces bijoux, en plus du fait qu'ils soient très élégants, c'est qu'ils sont en acier inoxydable ou en or 24 carats, ce qui fait que je peux me baigner avec, me doucher sans aucun problème ou risque de les abîmer. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas venue les mains vides. Holzkern organise tout simplement sa plus grande promotion de l'année pour le Black Friday. Vous pouvez avoir des réductions jusqu'à moins 30% sur vos montres et bijoux. Vous avez juste à cliquer sur mon lien en description ou à flasher le QR code qui s'affiche à l'écran. Attention parce que ces promotions ultra intéressantes ne sont valables que jusqu'au 1er décembre. C'est maintenant ou jamais. C'est l'occasion de ne pas faire comme l'année dernière à devoir trouver un cadeau le 23 décembre en urgence. Avec Holzkern, la livraison est gratuite dans le monde entier. Vous recevrez votre commande dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables. Tous les retours sont gratuits sous 24 jours et vos bijoux et montres sont garantis pendant 2 ans. Non seulement vous aurez l'esprit plus tranquille en anticipant dès maintenant, mais en plus votre porte-monnaie vous remerciera. Qui sait, ça vous permettra peut-être de gâter encore plus vos proches pour Noël. Allez, nous, on retourne à la vidéo. Alors, première question, comment on en est arrivé là ? Encore une femme au volant? Bon, plus sérieusement, heureusement que tous les cargos comme l'Ever Given sont équipés de boîtes noires comme dans les avions, parce que la version officielle qu'on a essayé de nous vendre, bah, elle colle pas vraiment avec ce qui s'est passé. Ce 23 mars, à 5h49, 2 pilotes égyptiens montent à bord de l'Ever Given. C'est obligatoire pour traverser le canal. Ces types, souvent des anciens marins, sont censés connaître le canal de Suez comme leur poche, contrairement au capitaine du navire cargo qui n'a potentiellement jamais navigué dans cette zone ultra technique. Les conditions météo ce matin-là, vent à 40 nœuds en moyenne avec des rafales à 50 nœuds. C'est pas idéal, clairement. D'ailleurs, plusieurs navires ont regardé la météo et ont dit non, on ne traverse pas le canal de Suez aujourd'hui, c'est trop risqué. Mais l'Ever Given décide d'y aller. Et franchement, à la place du capitaine, je comprends. Il a 1 milliard de dollars de marchandises à bord. Pour chaque jour de navigation en plus, l'Ever Given se prend des pénalités de retard. Et quand je parle de pénalités, ça peut se compter en millions de dollars. La pression financière est énorme. Du coup, il décide de faire confiance au pilote. Il se dit que s'il monte à bord, tout devrait bien se passer. Détail qui va s'avérer important, les 2 navires qui traversent le canal de Suez devant l'Ever Given ont embarqué des remorqueurs d'escorte. En cas de problème, ils sont prêts à intervenir immédiatement pour aider à manœuvrer, freiner ou corriger la trajectoire du navire cargo. C'est capital de les avoir sous le coude pour éviter les accidents, collisions ou échouements, si vous voyez ce que je veux dire. L'Ever Given, lui, décide de ne pas faire appel à des remorqueurs d'escorte. Décision qui va coûter très cher. Maintenant, 7h36, 6 minutes avant le crash. Et là, j'ai eu accès aux retranscriptions des enregistrements des boîtes noires. Ce que j'ai découvert, c'est ultra troublant. Les 2 pilotes égyptiens se disputent. Et quand je dis se disputent, c'est pas un petit désaccord. Ils s'engueulent violemment. Le problème, toute cette dispute se passe en arabe. L'équipage indien à bord ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Le pilote numéro 2 hurle « Donne-lui le cap et réduis la vitesse, la distance diminue ». Le pilote numéro 1 répond « J'ai augmenté la vitesse ». Vous avez bien entendu, un pilote veut ralentir, l'autre accélère. On a donc des ordres contradictoires alors que le navire est en train de perdre le contrôle. Le rapport d'enquête du Panama, publié plus tard, est unanime. À ce moment-là, le navire atteint 13 à 13,7 nœuds. La vitesse maximale autorisée dans le canal, 8,6 nœuds. Ils sont carrément en excès de vitesse de 50%. Le capitaine essaie d'intervenir pour calmer le jeu. Un des pilotes menace carrément de quitter son poste, en pleine manœuvre, avec un navire de 400 mètres qui file à 13 nœuds dans un canal de 200 mètres de large. Maintenant, 7h40, 2 minutes avant le crash. Et là, la physique reprend le contrôle. Parce que voilà ce qui se passe quand vous allez trop vite dans un canal étroit. 3 effets se déclenchent en même temps. À l'avant du bateau, l'eau s'accumule entre la coque et la berge, ça crée une zone de haute pression qui repousse la proue du navire. À l'arrière, c'est l'inverse. L'eau accélère entre la coque et la berge, ça crée une zone de basse pression et ça aspire la poupe vers la rive. Ça s'appelle le principe de Bernoulli. En plus de ça, le navire s'enfonce plus profondément dans l'eau en mouvement, ce qu'on appelle l'effet squat. Alors je suis pas si nulle que ça en navigation pour une femme, hein. Un monstre de 400 mètres de long pour 60 mètres de large qui avance à 13 nœuds, soit 24 km/h dans un canal aussi étroit que celui de Suez, ça sent la catastrophe à plein nez. Vous ajoutez à ça des pilotes qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, et c'est le combo gagnant. Accélérer, c'est justement exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Le navire commence une rotation violente. Il passe du côté gauche au côté droit du canal en quelques secondes seulement. Aucune manœuvre ne peut empêcher le drame. 7h42, l'avant du bateau percute la berge est au kilomètre 151 du canal.
7h43, une minute plus tard, l'arrière touche la berge ouest. Le canal de Suez est 100% bloqué. Les 25 membres d'équipage réalisent qu'ils viennent de bloquer 12% du commerce mondial, pour une dispute entre deux pilotes. Alors bon, maintenant, le navire est coincé. Les premiers remorqueurs arrivent en urgence pendant que les autorités égyptiennes tentent de sauver la face. Mais il y a maintenant des centaines de navires qui s'accumulent des deux côtés du canal. Et ils vont devoir prendre une décision très difficile. 8h17, 35 minutes après le crash. Les deux premiers remorqueurs arrivent. À ce moment-là, personne n'imagine encore l'ampleur du problème. Ils attachent leurs câbles, ils tirent, le navire ne bouge pas. Ils se repositionnent, ils tirent plus fort. Rien, pas 1 millimètre. En vrai, quand j'ai lu les rapports d'intervention, ce qui m'a frappé, c'est à quel point ils ont sous-estimé la situation. Ces remorqueurs ont une capacité de traction correcte pour des manœuvres classiques. Mais là, ils font face à l'un des plus gros bateaux cargo du monde, enfoncés dans des mètres de sable rocheux. Alors pendant les heures qui suivent, d'autres remorqueurs arrivent. 8 au total. Ils essaient toutes les configurations possibles. Certains tirent l'avant du bateau, d'autres poussent l'arrière, mais rien ne fonctionne. Chaque heure qui passe rajoute des millions de dollars de pertes et surtout une certitude plus grande encore, c'est pas un naufrage classique. C'est quelque chose de beaucoup plus grave. À 23h, soit 15 heures après le crash, les équipes sur place commencent à appeler du renfort. Des dragues, des pelleteuses, du matériel d'excavation lourd, parce qu'ils viennent seulement de comprendre que les remorqueurs seuls ne suffiront jamais. Pendant ce temps, aux deux entrées du canal, les navires commencent à s'accumuler. Les images satellites du lendemain matin montrent déjà des dizaines de bateaux en attente de traverser le canal. Et personne ne peut leur dire combien de temps ça va durer. Pourtant, c'est au cœur de cette situation chaotique que tout le monde va se coucher. Et oui, rassurez-vous, si un problème mondial d'ordre aussi grave n'empêche pas l'État égyptien de dormir, c'est parce qu'ils ont tout prévu. Le 24 mars au matin débarque un tout nouveau genre de machine au secours de l'Ever Given, une pelleteuse. Sauf qu'elle est tellement petite qu'on dirait un jouet pour enfants à côté de ce mastodonte. À son bord, Abdullah Abdul Gawad travaille 21 heures par jour en tongs pour libérer le cargo. Évidemment, l'image un poil ridicule fait le tour du monde instantanément pendant que l'Ever Given, lui, ne bouge toujours pas d'un pouce. Alors après 2 journées d'échecs, le 3e jour, l'Égypte appelle la société néerlandaise Smith Salvage. Les experts mondiaux du domaine s'apprêtent à se confronter à leur pire chantier. Leur diagnostic tombe et il est très simple. Ça peut prendre des semaines pour débloquer l'Ever Given. Alors ils préparent un plan de secours terrifiant. Décharger les 18 300 conteneurs, un par un. Ce qui veut forcément dire des mois de blocage complet. Alors avant d'en arriver à cette dernière option qui serait catastrophique pour l'économie mondiale, ils décident de tenter un pari fou. Une excavation massive de roches sous l'avant du bateau associée à des remorqueurs ultra puissants qui tirent le cargo dans le canal, et tout ça dans une fenêtre temporelle critique qui approche trop vite, la pleine lune du 28 mars au soir, dans très exactement 3 jours, soit 72 heures. Ce jour-là aura lieu une unique marée de Vive au périgéenne, ce qui veut dire que le soleil, la lune et la terre s'alignent au moment où la lune est au plus près. En gros, les marées seront 48 cm plus hautes que le jour du crash. C'est maintenant ou jamais. Si ça marche, ils évitent le déchargement. Si ça échoue, ils n'auront plus d'autre choix. Du coup, les équipes se lancent dans une course contre la montre. Les 2 journées suivantes, elles parviennent à retirer 30 000 mètres cubes de sable, l'équivalent de 12 piscines olympiques. Elles creusent à 16 mètres de profondeur sous l'avant du bateau. Elles retirent 9 000 tonnes d'eau du navire pour l'alléger. Et sur l'eau, on s'active aussi. Au total, 14 remorqueurs sont mobilisés pour tirer le bateau vers l'eau. Pendant ce temps, on n'oublie pas quand même de préparer la grue de secours en stand-by, juste au cas où. Et pendant tout ce temps, des centaines de navires s'accumulent aux 2 entrées du canal. 100 le premier jour, 300 le 3e. Tous font face au dilemme impossible. Attendre sans savoir combien de temps ou contourner l'Afrique, ce qui leur rajoutera 10 à 15 jours de navigation et surtout 300 à 2 millions de dollars de surcoût. La bonne nouvelle de plus dans tout ça, c'est que personne ne sait quoi faire, car ce n'est tout simplement jamais arrivé avant. Au final, 15 à 20 navires contournent, les 380 autres attendent. Mais si ces choix semblent horribles, ils n'ont l'air de rien face à l'horrible décision que doit prendre l'équipage de sauvetage de l'Ever Given. Ce 28 mars 2021 est le 6e jour d'urgence d'une des plus grosses catastrophes maritimes de l'histoire. Et ce soir seulement, avant des mois, la pleine lune arrive. C'est notre dernière chance. 29 mars, 4h30 du matin. 6e nuit depuis le crash. Le pic de marée s'est fait attendre toute la nuit, mais enfin, il approche. Les 14 remorqueurs sont en position. Les équipes ont installé des câbles de l'avant du bateau vers la berge pour empêcher le navire de basculer de l'autre côté quand il va se libérer. Et là, quelque chose se passe. L'avant du bateau commence enfin à bouger. Il se déplace d'abord de quelques mètres depuis le côté ouest. Pour la première fois depuis 6 jours, l'hélice et le gouvernail peuvent enfin être activés. Il y a un début d'espoir. Mais l'arrière du bateau est toujours coincé. Si l'avant du bateau ne se libère pas maintenant pendant le pic de marée, c'est fini. Il faudra attendre des semaines et décharger. Mais alors que les heures passent sans succès, le pic de marée arrive.
C'est maintenant ou jamais. 15h05 heure locale, après une poussée coordonnée finale des 14 remorqueurs profitant du maximum de la marée, l'Ever Given est libéré. Tous les remorqueurs klaxonnent en même temps. Les équipes égyptiennes crient number one, number one. On peut entendre le son des klaxons à des kilomètres à la ronde. Mais s'il vient d'être libéré après d'interminables journées, le voyage vers l'enfer de l'Ever Given ne s'arrête pas là. Le navire est remorqué vers le Grand Lac Amer, une section large du canal, pour inspection. À 19h, soit 4 heures après la libération, le canal rouvre officiellement à la circulation. 151 heures de blocage total. 6 jours, 7 heures et 23 minutes. 14 remorqueurs mobilisés. 30 000 mètres cubes excavés. Des centaines de personnes sur place pendant 6 jours. Et une pleine lune pour sauver tout le monde. Du coup, le canal est rouvert. Les centaines de navires en attente vont pouvoir passer. Sauf que ça va prendre plusieurs jours rien que pour rattraper l'embouteillage. Chaque jour de blocage a créé un effet domino. Les ports européens vont recevoir des centaines de navires en même temps, ils vont être débordés. Les retards vont se répercuter pendant des semaines. Mais bon, au moins, le canal fonctionne de nouveau. L'hémorragie financière est stoppée. On a évité la catastrophe du déchargement qui aurait duré des mois. Sauf que maintenant qu'on a l'addition, il faut déterminer qui va payer. Le navire est libre, mais l'Égypte le retient en otage. Le 13 avril, un tribunal égyptien ordonne la saisie de l'Ever Given. Les 25 membres d'équipage indien sont détenus à bord. Ils ont interdiction de quitter le navire. La réclamation initiale tombe, 916 millions de dollars. 300 millions pour un bonus de sauvetage, 300 millions pour perte de réputation, le reste pour les dommages causés au canal. Les assureurs contestent, largement non étayés. Parce que pendant des semaines, l'Égypte a raconté une histoire complètement différente. Tempête de sable, vent violent, force majeure. Sauf que j'ai trouvé un détail qui démonte complètement cette version. L'avocat de l'autorité du canal de Suez a lui-même admis que l'année précédente, avec des vents encore plus puissants, il n'y avait eu aucun accident. Zéro. Et pourtant cette année-là, personne n'a parlé de tempête historique. Sauf que là, les enregistrements des boîtes noires sortent. La faute des pilotes égyptiens devient évidente. Surtout que ces pilotes avaient avant même l'accident une sacrée réputation. Dans le monde maritime, le canal de Suez a un surnom, le canal Marlboro. Pourquoi ? Parce que les cartouches de cigarettes Marlboro sont, appréciées par les pilotes égyptiens à chaque transit. Le Maritime Anti-Corruption Network classe Suez numéro 1 mondial pour les demandes de corruption, sur 1000 ports surveillés. Et forcément, là tout de suite, la réclamation de l'État égyptien fond comme neige sous le soleil des pyramides. De 916 millions, on passe à 600 millions, puis 550 millions. Le 7 juillet, après 106 jours de détention, un accord confidentiel est trouvé. Alors on ne sait pas encore combien d'argent ils ont tiré, mais au moins, le navire et l'équipage sont libérés. Maintenant, la question que tout le monde se pose, combien ça vous a coûté ? Les pertes totales sont estimées entre 2 et 2,5 milliards d'euros. Mais ça a eu des répercussions tellement énormes sur l'économie mondiale que j'ai voulu savoir combien ça vous avait coûté sur votre plein d'essence ou sur le prix de votre étagère Ikea à Skarberg, tiens. Et bien malgré toutes mes recherches, ça a été impossible à démontrer. En fait, le contexte autour du Covid était tellement catastrophique que c'est impossible d'uniquement prendre en compte l'impact de ce naufrage. Mais en fait, ce qui est vraiment important à comprendre avec ce naufrage, c'est que le vrai coût n'est pas dans votre portefeuille. Il se cache ailleurs. Notre monde ultra connecté, ultra optimisé, est aussi ultra fragile. Un seul navire mal manœuvré, des pilotes en embrouille qui entretiennent un système de corruption vieux de plusieurs décennies, une pelleteuse qui tente de sauver un cargo de 200 000 tonnes. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est à quel point tout tient à un fil. Il suffit d'un bateau et c'est 12% du commerce mondial qui s'arrête net, nous faisant perdre des milliards de dollars au passage. Si l'Ever Given nous a bien prouvé une chose, c'est à quel point notre système économique est fragile. D'ailleurs, il y a autre chose qui fait perdre chaque année des milliards de dollars aux navires comme l'Ever Given, ce sont les attaques de pirates. Je t'explique la manière insolite dont ils se défendent dans cette vidéo, t'as juste à cliquer ici.